30h. Merci, bonsoir à tous. Bienvenue à Yaoundé pour le décryptage du discours de fin d'année du chef de l'État. Pour cet exercice, 3 invités sont sur notre plateau. Lucien Bidima Bissot, cadre du RDPC. Bonsoir, Lucien Bidima Bissot. Bonsoir et bonne année à tout le monde, à tous aux millions de téléspectateurs. Merci d'être venu sur le plateau d'Equinox Télévision. Jean Takougan du Social Democratic Front, FDF. Bonsoir, Jean Takougan. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je suis content d'être là, mais sauf que j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps en venant. Bien, on verra bien tout à l'heure à ce que vous direz à la suite des propos du chef de l'État. Alors, avec nous également ce soir, la troisième personne, le troisième invité, Denis Emilien Atandana. Vous êtes le président du Front des démocrates camerounais. Bonsoir. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et naturellement, bonne année, avec une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent, pour tous les réfugiés et tous ceux qui peinent à traverser une année meilleure. Alors, discours du chef de l'État ce soir donc, un discours qui aura mis comme d'habitude une quinzaine de minutes, comme les années précédentes, à peu près une vingtaine. On y allait un peu plus au-delà de 15, voilà. Alors, et puis, comment avez-vous trouvé ce discours du chef de l'État d'emblée, Jean Takougan? Vous qui êtes, vous avez l'habitude de suivre ce discours avec beaucoup d'attention. Je crois que j'ai pris la peine de photocopier le discours de l'an passé que j'ai apporté. Le discours de cette année est aux 3/4 le même discours que celui de l'an passé. Et puis, vous avez dit 20 minutes, c'est normal. Lorsqu'on a déjà fait 36 ans au pouvoir, il n'y a plus rien de nouveau à proposer. Il n'y a plus rien de nouveau à proposer. C'est tout à fait normal qu'on en soit là. Parce que moi, je croyais qu'il devait commencer par les promesses qu'il a faites l'an passé. L'an passé, il a dit que nous sommes allés au FMI dès 2018. Ça va nous rapporter ceci. Nous avons fait ci dès 2018. Mais il ne dit rien de 2018. Vous voulez qu'il ne fait pas le bilan? Il ne fait pas de bilan. Il n'y a pas de suivi. Et ça lui ressemble. Lui, il ne fait pas de suivi. Il est toujours rattrapé à la dernière seconde. Vous vous rappelez que le comice de Bolova, qui devrait se tenir en 1990, s'est tenu 20 ans après et toujours dans l'improvisation. En 2002, on a arrêté une élection présidentielle le jour même. On a eu les cinquantenaires qui ont été célébrés après les 50 ans, comme si nous étions incapables de compter jusqu'à 50. Nous avons eu la CAN qu'on devait faire en 2019. Tout nous prend toujours au dépourvu parce que le président ne fait pas de suivi. Il devrait commencer quand il nous a promis quelque chose cette année. L'année suivante, il devrait nous dire que l'an passé, j'ai proposé ceci, voici ce qui a été réalisé, ceci n'a pas été réalisé pour telle ou pour telle chose. Je suis vraiment déçu. Oui, mais ce discours du chef d'État, Lucien Bidima Bissot, il parle d'un septennat décisif. Il fait une sorte de bilan depuis son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire qu'elle entame. Et il dit qu'il y a eu notamment un certain nombre de résultats. Depuis 1960, depuis 1960, quand il était parlementaire, oui. Mais il revient sur les grands traits depuis son arrivée aussi au pouvoir. Et il dit qu'il y a eu des résultats, la démocratie, moins sur le plan sécuritaire, et puis la crise économique des années 80. Est-ce que pourquoi le chef d'État s'attarde-t-il sur ces grandes lignes? Est-ce que c'est un au revoir? Est-ce que c'est finalement comment faut-il comprendre cela? Donc, il faut comprendre que le discours du chef de l'État a été subdivisé en 3 parties. Si l'on s'en tient à ce qu'il a dit, d'abord sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan sportif. Sur le plan sécuritaire, il faut déjà dire qu'avant d'y arriver, le Cameroun vient de passer une année extraordinaire. Il y a eu 2 élections, les élections sénatoriales, les élections présidentielles, toutes remportées par le président de la République et le RDPC. Mais maintenant, on se retrouve à une année qui a été dense et riche en événements. Premier événement, au-delà de la prestation de serment du chef de l'État et du discours programme qu'il avait donné au niveau de l'Assemblée, il faut se souvenir qu'il y a eu un renforcement de l'insécurité dans les zones du nord-ouest, dans les zones du sud-ouest. Et plus ou moins des amorcements de l'insécurité dans l'extrême nord. Ça, il faut mettre à son actif. Alors, le chef de l'État est en début de mandat. Un mandat très riche
où il a fixé les grandes opportunités du Cameroun. Je ne peux pas lire dans la boule de cristal si c'est son dernier mandat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de l'État est constant dans la manière de régler les problèmes sécuritaires. D'abord, premier élément, il a rempli tout ce qui était nécessaire, selon lui, quand on lit à ce qui concerne, de ramener les gens au niveau de la table de négociation, au niveau de la table du dialogue, lui, que ce soit au nord ou au sud-ouest. Il va vous parler du Comité national de désarmement, il va vous parler du bilinguisme renforcé, il va même aller au niveau de la décentralisation qui, elle aussi, a été renforcée. Mais cependant, permettez, on voit aujourd'hui qu'il y a un renforcement de l'insécurité dans les zones. Alors, il y a un élément nouveau que nous venons de voir. Le chef de l'État dit, si cela ne cesse pas, effectivement, il sera obligé, en tant que chef des armées, je ne le paraphrase pas, de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de donner l'ordre à notre armée de neutraliser ce qui ne tarde pas à revenir sur la militaire là-bas. Vous continuez, oui, il y a la présence des militaires ne veut forcément pas dire l'action des militaires. La présence des militaires peut entrer dans le socle de la préservation des biens, de renforcement de la sécurité. Mais maintenant, quand le chef de l'État prendra éventuellement des dispositions pour neutraliser ce qui continue aujourd'hui à ôter les vies à des millions de Camerounais, à des dizaines de Camerounais, c'est là que vous allez voir. Mais maintenant, très rapidement, sur le plan économique, le chef de l'État vous fait un bilan, que ce soit au niveau de l'agriculture qu'il a voulu renforcer avec une agriculture modernisée. Il va vous dire les infrastructures qui ont été mises en exergue, justement, pour revenir à lui, qui dit qu'il n'y a pas de bilan. Effectivement, il y a une sorte de bilan de ce qui a été fait. Il va parler de la montée du protectionnisme. Cette montée, vous le vivez aujourd'hui localement. Voilà, vous le vivez aujourd'hui aux États-Unis et qui aujourd'hui renforce non seulement l'Union européenne, mais qui devrait faire que le Cameroun aujourd'hui c'est réactif au niveau de ces canaux de gestion. Il a parlé de l'intégration de l'économie numérique pour que nous ne restons pas en retard. Ça, je ne crois pas qu'il a dit l'année passée. Et s'il a dit, au niveau sportif, le Cameroun, le président de la République, une fois de plus, ne s'est pas deviné. Il a pris ses responsabilités pour dire aux Camerounais qu'effectivement, il a échoué. Quelque chose s'est passé. Il y a eu le constat des responsables de la CAF. Il prend acte et qu'il y a un glissement de date. Non, il prend la responsabilité, selon le calendrier qui est le sien, de réaliser toutes les infrastructures données. Bon, ensemble, le chef de l'État est resté constant. Il est resté permanent. Il est resté celui-là qui veut conduire le Cameroun dans le chemin de la modernité. Alors, vous avez fait le grand trait du discours du chef de l'État. Denis Emilian Tangana, qu'est-ce qui vous frappe dans ce discours du chef de l'État? Il faut dire qu'il paraît qu'il y a eu deux discours. Parce que celui que M. Bidima raconte là, c'est pas le discours que moi j'ai suivi. Donc peut-être qu'il a eu à suivre son discours et nous on a su. Oui, mais ce n'est pas le même discours. C'est pas le même discours. Oui, mais moi je voudrais. J'aimerais vraiment que vous dites le contraire de ce que je viens de dire par rapport au résumé du discours. Ou alors vous n'avez pas la possibilité de faire le résumé de ce discours. Je voudrais déjà dire que j'ai apprécié que le président de la République ait une cravate bleue. Ce qui est la couleur du FDC, donc sans doute que il a été inspiré par la couleur de ton parti. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Vous savez que le RDPC est appelé à mourir, donc le FDC est ouvert pour des futures adhésions. Maintenant sur le discours, honnêtement, c'est un discours vide. C'est un discours provocateur. Lorsque le président de la République dit « Je souhaite que ce septennat soit décisif », pour tout observateur averti, il y a des éléments qu'on attend qu'il évoque. Par exemple, il y a la question des réformes politiques. Nous sommes dans un pays où le code électoral a beaucoup d'insuffisances. En 2019, nous nous acheminons vers des élections municipales et législatives. Allons-nous aller dans ces élections avec ce code électoral qui est sujet à problème? Allons-nous aller aux élections avec cette crise qui perdure? Moi, je m'attendais à ce que le président de la République décide de prendre l'initiative de piloter lui-même la résolution de la crise anglophone. On ne peut pas continuer à avoir un président de la République qui jouit de tout,
qui a tous les pouvoirs, mais qui passe le temps à déléguer des missions à des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de compte à rendre au peuple. La Constitution est claire. Le président de la République incarne l'unité de la nation. Quand un problème comme la crise anglophone est engagé, il faut que le président de la République prenne individuellement l'initiative d'aller régler ce problème. Mais regardez aujourd'hui, nous avons plus de 500 000 déplacés au niveau du pays. Nous avons plus de 50 000 réfugiés anglophones au Nigeria. Nous avons des enfants, des militaires, des hommes en tenue qui meurent. Je pense que le président de la République ne peut pas continuer à être indifférent face à cette situation. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il engage un dialogue de façon personnelle, qui ne nous envoie plus des gens qui ne représentent rien. Et je pense même déjà que ce soir, le fait qu'il n'y ait pas... Mais il annonce qu'il y aura un dialogue, il va poursuivre le dialogue, mais il dit avec des personnes de bonne volonté et sincère. C'est ce que le président je crois que le président de la République doit respecter le peuple camerounais. S'il est conscient... Il ne le respecte pas. Non, pour l'instant, il ne le respecte pas. S'il est conscient qu'il a été effectivement élu par le peuple camerounais, lorsqu'il y a une menace aussi grave qui concerne le vivre ensemble, le président doit prendre personnellement l'initiative de régler ce problème. À voir ses agissements, on a l'impression qu'il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère pour régler définitivement la crise anglophone. Et cette crise, elle nous fait perdre sur le plan économique, sur le plan social. Les dégâts sont immenses. Il y a des petits-enfants, des familles qui n'ont plus où habiter. Et je ne peux plus accepter que le président continue à dire qu'il va régler ça étant dans son bunker à Etoudi. Non, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte du palais, qu'il aille sur le terrain, discuter avec des protagonistes. Lorsqu'il dit qu'il veut régler, on a dans le cadre de la crise anglophone plus de 4000 personnes qui sont en prison. On a sorti 289. C'est pas suffisant. Le président doit aller plus loin. C'est déjà un geste encourageant, mais il doit aller plus loin. Maintenant, sur le plan sportif. Oui. Parlant de la CAN. Oui, avant d'arriver à la CAN, je voudrais quand même rappeler, nous étions sur la crise anglophone, il faudrait peut-être qu'on y reste pour la vider avant de passer à d'autres sujets qui ont été évoqués par le chef de l'État dans ce discours de fin d'année. Alors, sur la crise anglophone, en dehors de ce dialogue avec des personnes de bonne volonté et sincères dont le chef de l'État parle, il dit également que si son appel à déposer les armes reste sans réponse, les forces de défense recevront l'ordre de neutraliser les entrepreneurs de guerre. C'est une formule qu'il aime bien. Alors Jean Takougan, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Moi je voudrais déjà rappeler que le problème de la crise anglophone est un problème politique. C'est un problème idéologique. Parce que nous avons du côté du sud-ouest et du nord-ouest, ils ont été habitués à une tradition dans la gestion, c'est-à-dire avec l'indirect rule. Cette indirect rule impose aujourd'hui qu'on revoie notre forme de l'État. Il faut rappeler que l'indirect rule, c'est le système d'administration des colonies par l'Angleterre, qui consiste à associer les populations locales en leur confiant un certain nombre de responsabilités dans la gestion de ce territoire. Maintenant, depuis des années, les populations anglophones ont quasiment subi l'annexion. Et ce qui est plus grave, c'est que les élus du peuple sont mis dans le cadre de la gestion des affaires. On nous envoie des administrateurs civils, on envoie des préfets qui deviennent les tout-puissants, qui à un moment donné devenaient les tout-puissants maires. Donc il faut revoir ça. C'est une question de la forme de l'État. Et peu importe, même si c'est le président de la République, il ne peut pas être au-dessus du peuple camerounais. Lorsqu'il y a déjà une question qui touche plus d'1 million de Camerounais, la solution est simple. On peut aller au référendum pour voir est-ce que les Camerounais sont d'accord pour qu'on reste dans la décentralisation ou bien qu'on modifie la forme de l'État. Il faut rappeler que fédéralisme ne signifie pas sécession. Parce que le gros problème pour lequel les gens refusent, surtout l'État, ceux qui incarnent l'État aujourd'hui, refusent le fédéralisme, c'est justement parce qu'ils veulent avoir la main mise sur le budget de l'État. Parce que dans le fédéralisme, les milliards ne vont plus se balader comme on a vu avec la CAN, où les gens gèrent des milliards de gré à gré, ils donnent ça à leurs petites et les consorts. Dans le fédéralisme, la gestion, elle est claire. Les principes sont bien définis et il n'y a pas possibilité que quelques individus vont s'enrichir sur le dos de tout le monde. Donc il faut vraiment engager le dialogue, un dialogue inclusif. Il faut que ce soit le président de la République en personne qui tende la main, qui aille, qui se rendent sur le terrain et discutent avec tous ces gens. Il y a tous les mesures sécuritaires, il y a les hélicoptères, il y a des militaires. Donc s'il va à Bamenda ou à Bouya, il ne sera pas, le président doit aller en personne. Je le dis très bien. Il ne peut pas continuer à déléguer
Oui. Si déléguer son pouvoir aux gens qui énervent les populations. Parce qu'il y a des gens qui nomment, mais qui énervent les populations. Et quand on parle de négociation, c'est d'abord une question de confiance. S'il faut que je négocie avec vous, il faut d'abord que je vous respecte. Alors que lorsque vous prenez des gens que les populations détestent, des gens qui ont été vomis par les populations pour aller dialoguer, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère. Donc moi je crois que le président doit prendre ce problème au sérieux, prendre le taureau par les cornes pour essayer de naturellement de les régler. Et j'ai fini en disant que le problème anglophone est un problème politique. Et seule une solution politique peut régler ce problème, c'est-à-dire le dialogue et non la voie militaire. Alors, il y a aussi cette affirmation du chef de l'État, création d'un comité de désarmement. La création d'un comité de désarmement a été faite pour éviter de recourir aux mesures extrêmes. Alors, j'entends dedans, avant que Lucien Bidima Bissot ne réagisse sur cette affaire-là. Il a beaucoup parlé. Je vais revenir sur, il a beaucoup parlé sur, je vais revenir sur ce problème-là. Oui. L'an passé, le président a dit les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Tout à fait. La gestion au niveau local. Donc, voilà. Maintenant, vous me dites qu'il a dit que si on ne désarme pas, il va donner l'ordre pour qu'on les neutralise. Ça me fait quelque chose dans la tête. C'est comme si depuis très longtemps, on les connaissait. On connaissait ceux qui tuaient les civils et qui tuaient nos soldats. Et on ne donnait pas l'ordre qu'on les neutralise. Il fallait qu'on attende qu'ils tuent jusqu'à un moment avant qu'on demande qu'on les neutralise. Et de deux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette affaire. On ne veut pas résoudre le problème anglophone. C'est quoi? Qu'est-ce que vous savez? On ne veut pas résoudre le problème anglophone. Je dis quelque chose. Il y a le ministre Abomachoyi qui nous a dit qu'en 1979, on les a envoyés dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, pour étudier ce problème. Ils étaient 15. Maintenant, il ne restait que 3. Le président Biya, il y a Abomachoyi, il y a Dorothée Njeba. Ils sont revenus avec les recommandations qu'ils ont données à Aïdjo. 3 ans après, Aïdjo est parti en laissant M. Biya et en lui laissant le dossier. Donc Paul Biya connaît ce dossier-là plus que tout le monde. Ensuite, lorsque il y a eu le problème de Boko Haram, on a convoqué une session de l'Assemblée qui a été dédiée au problème de Boko Haram. Tous les élus ont débattu de ce problème et ils ont trouvé une solution qui maintenant, même si le problème n'est pas éradiqué, il y a une certaine accalmie. Mais quand les députés et les sénateurs SDF ont demandé que de la même manière, on mette le problème anglophone sur l'agenda de l'Assemblée, tout le monde a refusé, tous les députés RDPC, tous les camarades de Bidima ont rejeté. Et pendant qu'ils les rejetaient, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, tous les sénateurs étaient du RDPC. Et ils avaient la majorité des conseils municipaux. C'était des gens qui les avaient élus. Comment des gens peuvent vous élire et rentrer dans le sécessionnisme? Comment des gens peuvent vous élire? Vous revenez sur le terrain, leur parler, ils ne comprennent pas. Il n'y a que 2 solutions. Soit vous avez fraudé, soit c'est vous qui allumez le désordre. Ensuite, on continue. Il veut des gens crédibles, et sincères. Lui-même a envoyé, il tient beaucoup à la commission du bilinguisme et du multipartisme, qui pour moi ne signifie absolument rien. C'est tellement rien qu'on vient de les décorer, comme si la guerre était déjà finie. On les a décorés. Je ne sais pas pourquoi on les a décorés. Donc voilà, déjà vous avez... Non, mais ils expliquent que ces décorations sont pas liées directement ils ont des carrières quand même. Non, laissez-nous les carrières. On n'avait pas besoin d'attendre ça. Ils ne sont plus là. On devait les décorer quand ils étaient dans leur carrière. Moi, je suis enseignant. Il ne faut pas attendre que je sois à la retraite et qu'on me mette à la CONAC pour me décorer avec les gens de la CONAC et me dire que c'est parce que j'ai eu une carrière. Les gens, tu sais qu'ils ont cette habitude-là, non? Quand on avait demandé que les camps ne soient constitués que des gens neutres, ils ont pris les gens les plus zélés, les plus fanatiques du RDPC et ils ont nommé. Quand nous avons crié, ils ont dit bon, ils vont démissionner. La neutralité était avant, c'était pas après. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, à quoi va servir la commission du bilinguisme et du multiculturalisme? À quoi ça sert depuis très longtemps? En vrai, le problème anglophone n'est pas un problème de langue. C'est un autre Sénat. C'est pas un problème de langue. Parce que dans
dans le vocabulaire camerounais. Pour être anglophone, on n'a même pas besoin de savoir parler l'anglais. Absolument. Pour être francophone, on n'a même pas besoin de savoir parler le français. Ma mère qui est au village, quand on classe, on dit qu'elle est francophone. Elle ne sait pas dire bonjour. Et c'est la même sur l'autre côté. Or, le sens d'un mot est conventionnel. Nous savons tous au Cameroun. C'est pour ça que j'entends des gens de l'autre côté, comme les Bidjima, qui passent tout le temps à dire que moi je ne suis pas anglophone, je ne suis pas francophone, je suis camerounais. Mais si vous n'êtes pas anglophone, vous n'êtes pas francophone. Parce que vous dites que l'anglais c'est la langue des Blancs et que le français c'est la langue des Blancs. Même Cameroun est la langue des Blancs. Cameroun c'est le portugais. C'est Camaroès. Donc si vous n'êtes pas francophone, vous n'êtes pas anglophone, dans la même logique, vous ne pouvez pas être camerounais. Ou ça va le tout, on recommence. Donc pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on refuse. Bon, ma famille Moussongé, avec son multiculturalisme et son bilinguisme, il a compris que c'était creux. Il est parti plutôt sur le terrain écouter les gens. Il a écouté les gens, il a ramené les recommandations au président de la République. Qu'est-ce que le président de la République en a fait? Rien. Maintenant, il y a le cardinal Toumi, oui, qui a fait des négociations, qui a rencontré des gens à gauche et à droite, et jusqu'à présent, on perturbe la générale anglophone qu'on ferait ce qu'il devrait faire là-bas. Et le président de la République ne prend pas les devants pour dire allez faire ça en voie. Alors donc il ne considère pas que Toumi est un homme de bonne volonté? Bon, jusqu'à présent, si Toumi n'est pas un homme de bonne volonté, ma famille Moussongé ne l'est pas non plus, et les députés et les sénateurs encore moins, puisque à qui fait-il donc confiance? Il fait donc confiance en lui-même. Mais pourquoi il n'y va pas? S'il ne fait confiance en lui-même, pourquoi il n'y va pas? Alors, est-ce que, pour revenir à la déclaration sur l'ordre, si les armes n'étaient pas déposées, l'ordre qui serait donné de neutraliser les sécessionnistes, les entrepreneurs de guerre, est-ce que ça veut dire qu'on va passer à une étape supplémentaire sur la répression, état d'urgence ou état d'exception? Est-ce qu'il faut s'attendre à ces options-là? Parce que vous avez prononcé un mot qui est très dangereux. Oui, est-ce qu'il faut passer à la répression? Oui. Bon, pour moi, j'ai un seul problème. Oui. J'aurais bien accepté qu'on aille en un seul jour écraser tous les sécessionnistes. Mais il faut qu'on me les montre. Il faut qu'on me les montre. Je ne suis pas seulement dit qu'on va les localiser. On ne les localise pas. Sauf si les autres les localisent. Parce que quand j'entends qu'on va donner l'ordre pour qu'on les localise, ça veut dire qu'ils sont quelque part et on les voit. Ils sont quelque part, on les voit. On attendait maintenant avant d'aller les neutraliser. Moi, je crois qu'il faudrait que jusqu'à présent, ce n'est pas une affaire militaire. Et lorsque j'ai appris qu'il parle beaucoup de réinsertion, qu'il va donner, il y aura le désarmement, on va donner de l'argent aux anciens Boko Haram et aux anciens sécessionnistes pour se réinsérer. Ça me fait penser à mes 3 enfants qui vont encore passer leur 3e année en prison parce qu'ils ont reçu, ces jeunes lycéens, parce qu'ils ont reçu un SMS parlant de Boko Haram. Or, vous avez des enfants, des bébés qui ont reçu un SMS parlant de Boko Haram. Vous leur avez donné 10 ans de prison. Maintenant, vous prenez les anciens Boko Haram, c'est-à-dire que les anciens assassins, et en prime, vous leur donnez des millions pour la réinsertion. Je dis bien réinsertion entre guillemets parce que il y en a qu'on a pris pour réinsérer et puis on les a retrouvés en train de rentrer toujours à leurs anciennes besoins. Est-ce que vous ne demandez pas, est-ce que ces enfants en prison ne se disent pas que s'ils avaient su, ils seraient aussi devenus Boko Haram, ils auraient tué des gens et ils seraient ressortis maintenant pour qu'on leur donne aussi de l'argent pour s'insérer? Pourquoi est-ce que ces enfants sont encore en prison? Quelle est leur dangerosité? La plupart du temps, on a libéré les gens, mais qu'est-ce que ces enfants font en prison? Je reviens là-dessus et je reviens sur un problème. Je sais que je crois que vous avez tout le temps de l'émission. C'est pas vous qui dirigez. C'est pas vous. Non, sauf que vous ne parlez pas la CATV. Au moins, c'est pas la CATV. Nous, on peut parler ici. On peut parler ici. Je voudrais dire que ce problème du nord et du sud-ouest nous touche profondément parce que c'est notre base. Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Ils disent que vous avez 4%. Nous avons même débattu, on a même décidé de ne pas aller à l'élection. Mais quand les sécessionnistes ont dit que
vous ne devrez pas aller à l'élection. Si vous partez, c'est que vous n'êtes pas avec nous. Nous avons décidé d'aller pour avoir même 0% et montrer à tous les Camerounais que nous ne sommes pas avec eux. Que nous sommes des fédéralistes, nous ne sommes pas des sécessionnistes. Je crois que nous avons déjà dit une fois pour tous. Quand j'entends quelqu'un devant nous, il nous demande, vous avez fait quoi? Ce qu'on pouvait faire, lorsque Boko Haram de la France, les djihad, ont attaqué les gens au stade à 23 heures, en moins de 30 minutes, le président français avait rassemblé tous les partis politiques qui comptent. Lui-même, il est parti au Bataclan la même nuit. Il est parti au Bataclan sans être sûr que la guerre était finie là-bas. Nous avons le nôtre qui, j'ai suivi, il disait dans son discours qu'il aime beaucoup les gens de là-bas, mais il n'a même pas pu y aller pendant les élections. Et miraculeusement, il a fini par avoir 82% dans le nord et 82% à gauche et à droite. Et je ne sais pas si c'était les sécessionnistes qui votaient ou si c'était les Camerounais. Et voilà. Alors, Lucien Bitima Bissot, le président de la République dit qu'il va poursuivre le dialogue avec des personnes de bonne volonté et sincères. Mais quand même, on évoquait tout de suite, Jacques Takogan vient d'évoquer le cas du cardinal Christian Toumi, qui s'égosille, qui s'efforce, qui se bat comme un beau diable à vouloir organiser la All General Anglophone Conference depuis des mois. Il est vraiment sincère, il n'est pas sincère. Il ne faut pas blaguer. Alors, mais je crois que vous allez supporter que vous avez pris suffisamment de temps pour dire au Camerounais et que moi, j'ai développé parler. Je crois que monsieur le président du FDC, nous sommes pour analyser le discours du chef de l'État. Oui. Les canons sont bien établis. Oui, je suis désolé qu'aujourd'hui vous veniez faire votre propagande ou bien vous veniez. Nous ne sommes pas en campagne électorale, c'est terminé. Attendez au mois d'août. Parce qu'en fait, il faut dire ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Et moi, je suis toujours, monsieur Guizot, très mal à l'aise. Lorsque nous venons devant les chaînes de télévision, des milliers et des milliers de téléspectateurs, au moment où nous sommes ici, il y a des familles au nord au sud-ouest qui ne peuvent pas rester comme cela. Vous avez des gens qui souffrent dans leur chair. J'ai ici là avec moi des vidéos où les gens sont égorgés. Parce que c'est sécessionnisme. Et que M. Takogan me dit, on ne les voit pas, on ne sait pas l'œil se trouve. Alors que tous les Camerounais, tous les jours, les maisons sont brûlées. Qu'est-ce que vous faites avec ces maisons au niveau du Nord qui viennent d'être brûlées, près de 110 maisons? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens qui sont égorgés tous les jours? Qu'est-ce que vous faites avec ces familles épeurées, ces familles qui se déplacent? Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école? Et que vous veniez me dire, je voulais vous dire quelque chose. Le SDF avait un rôle très important. Mais le SDF n'a pas joué son rôle. Je regrette qu'à ce moment, le FDC n'existait pas. C'est le fief du SDF. Quoi qu'on dise, ils ont des communes. Vous avez des communes. Et vous avez des maires. Excusez-moi. La capacité d'écoute est quelque chose. Je comprends. Non, je ne vais pas accepter n'importe quoi. Le dégringolade, que vous soyez 4e parti, bon, ça fait problème. Mais le SDF, c'est pour ça que le SDF masculin n'a rien fait. Vous avez cité ici ce que le cardinal Toumi fait. Vous avez même cité ce que les autres font. Vous avez entendu dire ce que le SDF lui a fait comme parti politique. Le SDF a rien à faire. Un leader. Le leader s'appelle John Fou. Et nous sommes désolés de voir plusieurs. On l'a dit. Oui, c'est un dialogue rompu. C'est un dialogue continu. Parce que le président de la République est dans sa forme régalienne. C'est un chef d'État. Où il ne considère pas le SDF, le RDPC et autres. Où il considère que toutes les bonnes volontés peuvent aller dans le sens de régler le problème. Lorsque le cardinal nous connaissons dans ce pays les positions tranchées du cardinal Toumi. C'est un opposant vis-à-vis du chef de l'État. C'est quelqu'un qui a passé tout son temps à saper tout le discours, tout le dialogue, tout ce que le président Paul Biya a fait. Il n'a qu'une seule idée dans sa tête, c'est de voir le président Biya partir. Alors, mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que le président Biya lui accorde un certain crédit? Sa résolution était déjà connue d'abord. Vous avez la résolution du cardinal Toumi? Ce sont lesquels? Oui, la résolution du cardinal Toumi, c'est circulé partout. Ce n'est pas du président Paul Biya. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment vous pouvez comprendre qu'un monsieur pareil puisse être crédible? Qu'est-ce qu'on entend par crédibilité? D'abord, je vais vous le définir. Sur le plan politique, parce que s'il faut aller dans le sens que
Ce problème reste politique. Je peux être d'accord avec vous. Sur le plan politique, le président Paul Biya n'a pas rompu le dialogue avec les partis politiques parce que ces partis, le SDF, avec eux, ils ont la légitimité du peuple. Sur le plan politique, donc, ils peuvent faire des propositions. Mais cependant, le but de faire des propositions, mais c'est de contribuer ensemble dans la résolution des dites propositions, mais ce qui n'est pas fait. Sur le plan de la société civile, le président Paul Biya d'abord a réglé toutes les revendications du nord-ouest et du sud-ouest. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Au-delà de ces revendications, d'autres sont nées. On a vu en cela l'agenda caché. Mais maintenant, sur le problème des sécessionnistes, Monsieur Guizot, lorsqu'on part en guerre, lorsqu'on doit dialoguer avec les gens, est-ce que vous pouvez me dire qui est le véritable leader sécessionniste aujourd'hui? Ceux qui ont allumé ce feu n'arrivent même plus, malgré le fait qu'ils sont des sapeurs-pompiers eux-mêmes, d'arriver à éteindre le feu. Parce que l'affaire a pris une autre tournure. Ce sont des bandits de grand chemin, ce sont des gens de mauvaise foi, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur, qui veulent voir le Cameroun déstabilisé. Et je crois que là, dans une émission à la télévision, dans le temps, nous avions été d'accord qu'on ne peut pas accepter que les gens viennent de l'extérieur, que les gens financent les sécessionnistes. On ne peut pas accepter que, malgré le fait du dialogue, on doit reconnaître d'abord quelque chose, c'est que nous sommes d'abord tous des Camerounais. Et que vous aviez été d'accord, monsieur Takou, comme je vous regarde dans les yeux en me disant, vous ne pouvez pas accepter, le SF n'accepte pas qu'un seul mètre carré du terrain du Cameroun soit dérobé du triangle national. Alors, mais si nous parlons alors, aujourd'hui, nous sommes d'attitude. Je vais changer maintenant. Il faut reposer le problème. Quel est le problème du Cameroun? Est-ce que le problème est de diviser le Cameroun? Qu'il y ait deux Cameroun? Je dis non. Est-ce que le problème est de revoir la forme de l'État? Cette forme de l'État aujourd'hui est revue avec la décentralisation qui est totalement renforcée. Est-ce qu'il faut mettre les moyens au niveau de la population locale? Oui. Et le président de la République en a pris les engagements d'ailleurs. Il l'a fait. Regardez le budget. Le ministère de la décentralisation est à près de 40 milliards. C'est ce qui n'est jamais vu. Alors mais c'est dit. 40 milliards. C'est dit. C'est largement insuffisant. Vous êtes myope politiquement de reconnaître les choses qui sont faites. Je ne peux pas vous qualifier de mauvaise foi parce que moi je vous connais dans un enseignant émérite. Vous voyez ce qui se passe. Mais ce qui reste à faire est du ressort de tous les partis politiques, est du ressort de la société civile, et du ressort même des journalistes. Oui, est-ce que le président de la République, lui, n'a pas plus de devoirs dans cette situation? Il les a convoqués. Et c'est pour cela. Il a convoqué les Parce partis que, politiques. M. Guizot, je n'ai pas envie de trahir ici les secrets de l'État. Vous savez, un chef d'État peut négocier la nuit, peut négocier le jour. Pourquoi pas? Parce qu'un chef d'État, en vérité, ne dort pas. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que le président Paul Biya a engagé comme action pour résoudre ce problème. C'est vrai, on le voit. Mais quel est le problème? On le voit sur le terrain. Le problème est que, M. Takou, vous êtes d'accord avec nous, que si aujourd'hui, le SDF se retrouve le quartier parti politique, presque en disparition certaine, parce qu'au niveau des élections municipales, peut-être le FDC sera devant le SDF. C'est parce qu'il y a problème. Et ce problème, vous en êtes totalement responsable parce que ça concerne votre base politique. Et si vous ne venez pas avec le président Biya, dans un dialogue vrai, comme il a dit, dans la sincérité la plus absolue, pour que nous résolvions ce problème, ce n'est pas que le NDPC qui va subir le coup, c'est les Camerounais, mais la responsabilité historique, c'est la responsabilité du SDF, parce que c'est votre base et que vous n'aurez rien fait et que vous aurez passé tout le temps à vouloir justifier les actions de ceux qui tuent, de ceux qui égorgent, de ceux qui ôtent les Camerounais de leur vie. Alors, donc, vous parlez je vais dire un mot. Jean Takou en réaction, et nous allons passer à l'économie, Je dois puisqu'il y a dire aussi un volet économique qui est... lorsque des gens sont incapables de gouverner un pays, il doit le dire qui. Il dit que le SDA a passé tout le temps à justifier les actions de ceux qui tuent. Dernièrement, on a brûlé la maison de Frundi. On a enlevé sa sœur. Pourquoi? Parce qu'elle avait voté. Parce que les partis votaient. N'est-ce pas? Nous, on ne tient plus le nec à Bamenda. Parce que les gens portent des machettes derrière nous. Vous avez des gens qui ont décidé que c'est le RDPC qui gouverne. Et que tout, c'est le RDPC. Depuis les gens que Paul Biya nomme sur l'affaire anglophone, vous avez déjà vu quelqu'un qui n'est pas du RDPC? Mais eux, ils partent derrière. Ils allument les gens la nuit. Ils sont très contents. Ils disent que j'aimerais que vous citiez les exemples. Ils disent que le SDF va disparaître. C'est votre souhait depuis très longtemps. Vous n'avez jamais soutenu que le SDF ait apporté le multipartisme. Vous n'avez jamais soutenu. C'est pour ça que depuis très longtemps, c'est pour ça que depuis longtemps, vous refusez de résoudre ce problème. Parce que vous le dites de votre propre bouche que c'est le SDF qui va perdre le plus. Vous dites que c'est le SDF qui va perdre le plus. Monsieur, je vous dis,
Si vous, au RDPC, vous ne comprenez pas que le problème des gens que vous nommez, un des problèmes anglophones, c'est la remise en cause de leurs élites, qui sont les mêmes depuis 1960 et qui sont du RDPC. Vous n'envoyez que les mêmes. Ils attendent que vous envoyiez d'autres. Or, vous n'avez confiance en personne. Votre président n'a confiance en personne. Il n'a confiance qu'en lui-même, mais lui-même ne peut pas bouger. Même lors d'une campagne électorale, il va à Maroua lire, il ne va pas campagne, il lit sa campagne 15 minutes et il vous envoie devant prendre les résolutions pour lui. Parce qu'il a même le droit de dire aux Camerounais qu'il ne leur a jamais rien promis. C'est vous qui êtes sur le terrain pour mentir en son nom. Voilà. Alors, ça c'était le grand volet politique de ce discours sur la crise anglophone. Et d'ailleurs, le chef d'État lui m'indiquait que c'était le point qui lui portait le plus à cœur, notamment cette crise anglophone. Oui, 8 minutes de discours. 8 minutes dans son discours, justement, sur cette question-là. Peut-être qu'il va falloir l'attendre davantage sur le terrain, comme vous le souhaitez. Jean Tapou, oui, il faut qu'il aille sur le terrain. Denis Emilien Atangana du Front des démocrates camerounais. Alors, autre préoccupation, autre point soulevé par le chef d'État sur le point économique. Voilà. Il a dit, il a remis sur la table ce critique qui a été conçu par le RDPC et que lui-même il porte les grandes ambitions, les grandes réalisations, puis les grandes opportunités, et puis il a conclu en disant en 2035, cela devrait nous conduire vers l'émergence. À la veille. À la veille. À la veille de l'émergence. À la veille de l'émergence. Disons qu'il y a, on note encore là une mauvaise foi du président. Nous tous, nous savons que les grandes ambitions n'ont rien donné. Les grandes réalisations, c'était de la littérature. Les grandes opportunités aujourd'hui, voilà le retrait de la CAN, qui est une première opportunité que le RDPC a brûlé avec son gang. Voilà. Bon, je voudrais dire ici que le problème des Camerounais aujourd'hui, ce n'est plus les discours. Ce que nous attendons du président Biya après 36 ans du pouvoir, c'est que son discours soit axé sur les faits. Ce n'est plus que je vais faire ceci, je vais faire cela. Après 36 ans, ce n'est plus une période où on va avoir des projets, où on va avoir une autre vision. Nous voulons que le président dise, j'ai promis réaliser un barrage, le voilà. J'ai promis faire ceci, le voici. Mais les grands projets sont quand même en cours, non? J'ai l'impression qu'ils ne vivent pas au Cameroun. Les barrages sont en cours. Ils ne vivent vraiment pas au Cameroun. Les grands projets ne sont pas encore fonctionnels. Lesquels, par exemple, vous en connaissez? Parlons même de l'électricité. Parlons de l'électricité, c'est fonctionnel. C'est vous qui en connaissez. L'eau, c'est fonctionnel. Les barrages. C'est vous qui en connaissez. Les barrages, l'électricité, c'est fonctionnel. Et vous savez aujourd'hui que votre structure, Eneo, a beaucoup de problèmes partout aujourd'hui avec des plaintes qui sont déposées parce que à tout moment, de façon volontaire, on nous permet de rester dans le noir. Donc il y a toutes ces petites choses-là qui méritent d'être revues. Donc le président doit faire des discours qui vont sur... Il faut communiquer sur les faits. À son âge, c'est un patriarche. Et c'est vous qui l'avez nommé, qui lui avez donné le nom de Nomgi. Alors à son âge, un Nomgi ne manque pas. Un homme qui ne vient plus promettre des choses qu'il ne peut pas faire. Il a promis la canne aux Camerounais. Moi, je me serais attendu qu'il dise aux Camerounais, voici ce qui n'a pas marché. Oui. Voici les responsables. On revient sur la canne tout à l'heure. Toujours sur le plan économique. Oui. Il nous dit qu'on est allé dans un système, on est en train de moderniser notre système économique. Mais la question, c'est de savoir quel est l'impact quand les gens dans les villages écoutent le président dire tout ça et qu'ils n'ont même pas de bifara. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir un poulet pour manger chez eux. Et que dans un pays comme... Mais ce n'est pas le chef d'État non plus qui va acheter des poulets pour tout le monde en fin d'année. C'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui gère la nation. Ça veut dire que s'il y a une bonne gouvernance, la répartition des richesses va se ressentir au niveau des populations. Quand il y a croissance, la croissance ne doit pas seulement se ressentir chez M. Bidima et ses amis. Vous voyez son costume, sa cravate. Il faut que cette croissance se ressente même au niveau du bas peuple. Au niveau du bas peuple. Parce que quand on regarde votre chemise, elle n'est pas coûtée moins de 70 000. Donc, vous voyez que 70 000, c'est déjà 2 salaires dans notre pays. C'est 3 SMIC. C'est 3 SMIC. Il faut que cette croissance-là se ressente au niveau du bas peuple. C'est pour ça qu'il dit, le président, en racontant tout ce qu'il raconte, je vous assure,
ils provoquent les gens. Heureusement que les gens ont déjà compris que le 31 décembre, à 20h, la meilleure solution, c'est aller dans les églises que d'écouter le président. Oui, mais... Donc vous dites qu'une majorité de Camerounais n'a pas écouté le discours du président. La majorité des Camerounais, le 31 décembre, sont dans deux endroits. Soit l'église, soit les bars. Parce que paraît-il, l'espoir n'est plus dans le discours du président de la République. L'espoir est dans les bars et dans les églises, surtout des réveils. Parce qu'ils ont écouté depuis 30 ans les mêmes choses, mais rien ne change. On a les mêmes embouteillages, les mêmes problèmes. Ça va changer. Et moi, je voudrais dire aux Camerounais, puisqu'on parle de l'économie, qu'il ne faut plus rien attendre du président Biya. Il a tué le Cameroun jusqu'à ce niveau. Maintenant, il faut se concentrer pour développer le Cameroun sur le plan local, dans les villages, dans nos arrondissements. Et nous avons une opportunité qui arrive en 2019, des élections municipales et législatives. Ah oui, que les Camerounais qui nous écoutent s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Que ces Camerounais-là s'engagent à ce qu'on renouvelle l'effectif dans les conseils municipaux au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que si nous n'avons pas de bons conseils municipaux, si nous n'avons pas de bons maires, nous n'allons pas pouvoir créer la richesse sur le plan local. Et nos arrondissements, nos communes aujourd'hui ont besoin des maires, des conseillers municipaux qui peuvent penser la manière de construire le développement local. Parce qu'il faut le changer. Et il faut faire en sorte que nos communes, qu'on ait envie de vivre dans nos communes, qu'on ait envie d'aller visiter nos arrondissements. Ça va limiter davantage l'exode rural. Ça va limiter davantage même l'immigration. Parce que c'est l'absence des conditions d'un cadre meilleur de vie qui pousse les gens à venir à Yaoundé, qui pousse les gens à aller dans les grandes villes pour aller retrouver ce qu'ils n'ont pas. Donc je crois que les élections locales qui arrivent sont une grande opportunité pour les Camerounais de se ressaisir, de devenir des acteurs politiques pour qu'on puisse avoir des maires qui peuvent penser, changer les manières de construire le développement local. Alors, Lucien Bidima Bissot, grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités, comme le rappelle le chef de l'État, c'est le chemin indéniable pour arriver à l'émergence. Non, mais je crois que, M. Kizogo, il faut savoir comment fonctionne l'économie. C'est très important. Peut-être ça va tous nous permettre de se mettre d'accord. L'économie est calquée sur la consommation. La base de la consommation, il faut qu'on renforce les investissements. Le renforcement des investissements permet la création des emplois et tributaire du taux de croissance. Aujourd'hui, si vous regardez l'économie du Cameroun, elle est presque à 50 voire 60% financée d'abord même par l'État lui-même. C'est-à-dire qu'il met donc à travers le budget d'investissement, qui permet de mettre comment je peux dire, une certaine visibilité dans le financement des différentes actions. Je le parle peut-être parce que je maîtrise bien comment fonctionne le budget d'investissement. Vous allez donc voir que dans ce budget d'investissement, ce sont les entreprises privées. Et le plus souvent, les entreprises privées camerounaises qui y soumissionnent pour faire les barrages, pour faire les routes, pour faire l'électrification rurale, etc., etc. Parce que plus le Cameroun est à même de payer les différentes factures, ça permet à ces entreprises-là qui auront gagné 2 ou 3 ou 4 marchés de recruter et de diminuer donc le chômage qui est au cœur de la politique du chef de l'État. Alors, si vous regardez comment notre budget d'investissement a fonctionné, ce budget est en permanence augmentation aujourd'hui, est de 1500, un peu plus 1600, 1500 milliards de francs. Et ce budget, avec l'arrivée du ministre du Paul Motazé, non seulement est lancé très rapidement à partir du mois de janvier, et ça permet que ce budget est totalement réalisé et payé. Alors, si on s'entend donc aux différents agrégats, il y a ce qu'on peut appeler l'économie structurante, c'est-à-dire les grands projets structurants qui permettent de soutenir que ce soit l'énergie, que ce soit les infrastructures routières, que ce soit le port en eau profonde comme nous avons à Kribi. Et de ce côté-là, c'était donc ce que le président avait appelé les grandes réalisations. Parce que les grandes ambitions étaient de reconfigurer l'économie camerounaise, le financement de cette économie. Nous sommes passés de l'économie de moyens à l'économie par action, à l'économie, comment je peux dire, de paiement par action. Nous sommes partis à l'économie triennale qui devait donc retracer les grandes lignes de ce qui devrait être fait en 3 ans. Donc, tout cela était conçu dans les grandes ambitions permettées. Maintenant, quand nous arrivons au niveau des grandes réalisations, c'est ce dont nous avons déterminé avant. Le président a dit, voilà, pour que
nous soyons capables de lancer une procédure au niveau de l'industrialisation, il faut renforcer l'énergie. C'est pour cela que vous avez vu tous ces barrages aujourd'hui qui sont suffisamment avancés. Il faut renforcer, si nous devons aller dans le cadre de l'importation, il faut renforcer le port. Nous avons le port à nos profondeurs de crédit qui aujourd'hui est fonctionnel. Alors, quand vous voyez tout ça, nous arrivons donc aux grandes opportunités. Les opportunités, c'est quoi? C'est effectivement, c'est que l'État a tracé le cadre, un cadre juridique. Aujourd'hui, vous pouvez créer un emploi, vous pouvez créer une entreprise en moins de 48 heures. Un cadre juridique donc, un cadre économique, parce que non seulement la dette intérieure est suffisamment payée, ce qui permet de renforcer l'investissement, mais également un cadre social au niveau des affaires. C'est à nous donc de capter cela, de voir ces opportunités pour que nous les réalisons. Voilà là où nous en sommes. Et tout cela va dans un cap certain. Quel est le cap? C'est l'émergence en 2045. Si vous voyez tout ce qui a été écrit en tout cas, et ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du leurre. Le Cameroun, aujourd'hui, le président Paul Biya l'avait dit, sera un grand chantier. Monsieur Guizogou, allez n'importe où, moi je suis ici et ce, à quelques kilomètres, nous avons une route qui fait la boucle Soie et Saï. Allez au niveau de là où on construit les stades, c'est un vaste chantier. Allez au niveau de l'autoroute. Mais cependant, on peut comprendre qu'à un moment donné, les moyens ne suffisent pas. C'est pour cela que le président de la République est reparti vers les organisations internationales telles le Fonds monétaire international. Pourquoi? Parce que le taux de crédit de ce côté-là est bas. Et même qu'il a sollicité même l'apport des Camerounais. Il dit ce soir, il va faire appel à des institutions financières. Voilà, parce que de ce côté-là, le taux de crédit est bas. Mais cependant, nous ne vivons pas dans un système d'une économie cloisonnée. Nous vivons dans une économie mondialisée. C'est pour cela le protectionnisme que prend aujourd'hui Donald Trump a créé des problèmes incroyables. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Ça a eu des répercussions non seulement en Chine, mais également au niveau de l'Union européenne. Nous faisons partie. Ça a un impact au niveau de nos matières premières qui, au niveau de la balance de paiement, lorsque les prix se voient diminuer, cela affecte effectivement nos produits d'exportation. Alors vous terminez. Je suis en disant que ce n'est pas le seul problème au niveau de l'économie. Il y a au niveau social. Avec aujourd'hui, vous en doutez, le renforcement de la sécurité sociale. D'abord, il a dit le renforcement de la sécurité sociale avec la probable mise en place de l'assurance maladie est quelque chose d'incroyable parce que aujourd'hui, nous avons l'opportunité, permettez, Monsieur le Président, de vous dire que le Cameroun a la meilleure caisse de sécurité sociale en Afrique et la troisième meilleure au monde. Et pourquoi? Parce que pour une fois, si vous avez vos ordinateurs, vous pouvez taper. Nous avons la seule caisse de sécurité sociale en Afrique qui soit excédentaire. Et qu'est-ce que cela a permis? Pour voir l'impact. Je suis au niveau de l'impact. Qu'est-ce que cela a permis? Les 7 dernières années, le président de la République a permis le déplafonnement de la pension vieillesse invalidité. C'est-à-dire on est passé de 350 000 à 700 000, c'est ce que vous nous donnez comme chiffre. Au même moment, on a créé aujourd'hui l'assurance volontaire qui permet à tout Camerounais, emploi ou non-emploi, qui se trouve dans une économie déstructuré, qui lui-même qui fait les petites affaires, même étant au village, de pouvoir bénéficier de la pension vieillesse et invalidité décès. C'est quelque chose d'incroyable. Les Camerounais peut-être ne savent pas. Aujourd'hui, enfin, nous avons au niveau de la sécurité sociale un excédent de 200 milliards. On a jamais vu. Alors si je termine, le président de la République vient de dire, on va même encore mieux renforcer cela. Parce que l'assurance maladie qui sera mise en œuvre, quel que soit dans le futur, c'est que là les études sont bouclées au niveau de la synthèse. Les études sont bouclées. Oui, nous avons les moyens de mettre ça en œuvre. Vous avez 200 milliards. Nous avons fait 200 milliards, donc ça ne nous générait pas de mettre ça en œuvre. Mais cependant, Monsieur le Président, ça vous fait mal quand c'est vrai. Attendez, ça vous fait mal, permettez que je chute, Monsieur Tagougan. Prenez vos énergies. Vous savez le problème qui se trouve. Peut-être que je vous avez la parole. Le problème avec les partis d'opposition, c'est que nous avons... Réponds à ce que tu as l'air de partis d'opposition. Parle de ton parti. Aujourd'hui, permettez, le problème aujourd'hui, vous permettez, la capacité d'écoute est un art. Même lorsque on est dans un débat, les millions de Camerounais nous suivent. Le problème est que nous faisons des propositions concrètes.
Nous avons des réalisations certaines. Vous avez demandé les réalisations. Vous avez demandé l'impact. Je vous ai démontré l'impact au niveau de la sécurité sociale, que ce soit au niveau du déplafonnement, que ce soit la possibilité aujourd'hui pour tout Camerounais de bénéficier de la pension vieillesse invalidité décès. Est-ce que cela ne va pas jusqu'à celui qui est même un planteur? Alors, mais je finis en disant, je finis, justement parce que vous ne connaissez pas, vous pouvez venir. Après ça, je finis en disant que le président Paul Biya a un cap. Le président Paul Biya a une vision. Le président Paul Biya ne chute pas dans son cap. Mais vous avez bien fait de faire, et je vous ai défini, de parler des grandes ambitions, des grandes ambitions qui étaient l'idée globale, de recadrer l'économie du Cameroun, de recadrer le cadre juridique et le cadre judiciaire même de l'économie. Vous avez parlé après des grandes réalisations, c'est la mise en place des grandes infrastructures qui nous permettent de renforcer notre économie. Et vous avez parlé des opportunités aujourd'hui. Et vous tous, vous pouvez venir et travailler très durement pour y aller. Alors oui, Jean Takouga, vous allez réagir à cela. Est-ce que pour vous, ce triptyque-là peut nous mener à quelque chose? Pensez que... Oui, avant d'y arriver, lui, il a parlé, l'économiste a bien parlé de l'économie. Il a parlé de la consommation, etc. Mais il a jonglé pour ne pas dire que la consommation est aussi tributaire du pouvoir d'achat des gens qui achètent. Parce que vous ne pouvez pas investir pour créer des choses que des gens ne peuvent pas acheter. Voilà. Donc on nous met... Et pourquoi, comment on augmente le pouvoir d'achat? Vous ne pouvez pas mettre les gens dans un cercle vicieux. Oui. De deux, j'ai toujours dit que le Cameroun est une verbalocratie. C'est-à-dire que ça ne mène pas le verbe. On bavarde, on a créé. Et c'est pour ça qu'il dit, je l'aime très bien, quand il dit que le Cameroun sera un vaste chantier. Parce que ça ne finit pas. On commence des choses, mais on ne finit jamais rien. Le Cameroun ne sera pas un pays industrialisé, mais il sera un vaste chantier. C'est ce qu'il dit. Et c'est le chantier. Et il y a même des chantiers, des immeubles, des privés, des ministres, des camps qui consomment même des villages dans des camps. Donc c'est des chantiers. Bon, attends, je continue. Revenons sur les grandes ambitions. Oui, et je l'ai beaucoup aimé quand il a dit que Paul Biya est très constant. C'est vrai, il est constant. Tu vois quelqu'un qui arrive au pouvoir en 1982. Il attend 2004 avant d'avoir des ambitions. Alors que dans tous les pays du monde, c'est les ambitions qui amènent quelqu'un au pouvoir. Ça veut dire qu'il a d'abord fait 22 ans là-bas sans savoir pourquoi il était là. Il ne sait pas pourquoi il était là. C'est quelqu'un d'autre qui dirigeait à sa place. Et à partir de ce moment-là, comme il n'a pas de projet de société, il a écrit un truc qu'il appelle pour le libéralisme communautaire, qui a déjà fait 30 ans. Tous les enfants qui sont nés en ce moment-là n'étaient pas pris en compte dedans. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas pris en compte. Maintenant, on a repris, on a changé la couverture, on a déposé là-bas. C'est constant. Vous comprenez? Tout à fait. Bon, maintenant, vous avez fait 22 ans avant de découvrir que vous avez les grandes ambitions. Maintenant, vous avez mis les grands projets. La Banque mondiale vient de nous dire que tous les projets au Cameroun coûtent 6 fois plus cher que les autres projets en Afrique. Oui. Dans les pays qui ont le même niveau que nous. La surfacturation. Ça veut dire que vous avez beau dire que vous avez économisé l'argent. Vous avez fait ceci. Laissez-moi d'abord terminer. Vous avez parlé longtemps, s'il vous plaît. Vous avez parlé longtemps. Laissez-moi parler. Le sens de l'écoute aussi bien. Le sens de l'écoute. Ok. Voilà. Vous avez la surfacturation. Vous vendez un sac de ciment à votre État. Et les gens du RDPC, ils gagnent les marchés de gré à gré à 16 000 francs. Vous vendez un camion de sable à 700 000. Et vous croyez que avec les projets là, vous pouvez finir ces projets? Vous ne pouvez pas finir ces projets. Maintenant, on a parlé des grandes opportunités. Après les grandes opportunités, on va arriver aux grandes inaugurations. Après les grandes inaugurations, on aura toujours des slogans. À partir du moment où on n'a plus de projet de société, on passe aux slogans. Et ce sont les slogans qui passent. Il nous a parlé de la modernisation de notre économie. Oui. C'est lui qui a parlé. Et il a dit qu'en commençant par la priorité sera mise sur la modernisation de la
Par avant, on lançait notre agriculture par les comices agro-pastoraux. Il y en a eu. Il y a eu une caricature à Ebolova. Il y a eu une caricature de comice à Ebolova. Il fallait moderniser. Il y a une usine de tracteurs. Il y a un champ là, à Ebolova, où les tracteurs ont poussé jusqu'à mûrir. C'est des tracteurs rouges. Allez-y, vous allez voir. C'est avec ça, je pense, qu'il fallait moderniser l'agriculture. Oui, la banque agricole. La banque agricole qui a été annoncée. Et maintenant, il vient, et maintenant, il dit, il faut maintenant la transformation de notre agriculture pour faire ceci. Nous pensons à l'usine de manioc de Saint-Lémanon. Il y a l'usine de manioc qui est bien là. Nous, on voit comment, nous voyons comment on transforme. Il parle des barrages, puis les centrales, puis les zones, etc., etc. Tout ça là, c'est du bavardage. C'est du bavardage. Jusqu'à présent, il est superficiel. Non, alors rien ne marche là. Rien ne marche. Donc le Cameroun est stationnaire. Rien ne marche. Le Cameroun n'avance pas. Vous venez, le Cameroun est un drone. Le Cameroun est un drone. Parlez de la sécurité sociale, je veux voir au moins ça marche là. Voilà, la sécurité sociale. Voilà. Attendez. Toi, tu travailles et tu touches à la CMPS. Les gens, moi, je suis retraité et je ne passe pas par la sécurité sociale. Allez demander aux retraités qui relèvent du code du travail pour qu'ils vous disent si ça marche ou ça ne marche pas. Vous êtes totalement en retard. Je comprends, vous ne vous renseignez même pas. Vous pouvez me laisser parler. Après 45 minutes, dès lors que son dossier de la pension ne parle pas de retraité. Vous parlez de qui là? Mais vous êtes je n'ai pas dit qu'il vous ne connaissez pas les grandes évolutions de la sécurité sociale dans votre propre pays. Non, M. Takouga a la parole. M. Takouga a la parole. Il va vous laisser. Oui, je vais. Mais soyez quand même honnête. Comment vous fraudez à la parole que vous fraudez aux élections? C'est comme ça que vous avez eu 92% à Bamenda et à Bouyaou, il y avait non, parce que vous dites ce qui n'est pas vrai. Non. Je n'ai pas dit qu'ils perdent du temps pour toucher. J'ai dit, allez leur demander si ça fonctionne bien. Ne me dis pas qu'ils touchent après 45 minutes. Mais vous êtes hors sujet. Non. Je n'ai pas dit qu'ils perdent du temps pour toucher. J'ai dit que ça ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Allez leur demander. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce n'est pas toi qui dois parler de ces gens. Il fallait le jour où nous allons en parler. Nous allons inviter des retraités qui relèvent de... Je vous mets au défi. Après, il me raconte... Il faut que M. Guidogo fasse une émission sur la sécurité sociale. Vous me laissez parler. Oui, on fera cette émission. Voilà, avant ça, monsieur, il y avait les assurances. Oui. Il y avait les assurances vie. Il y avait les assurances maladie au quartier. On n'avait pas besoin d'attendre toujours la sécurité sociale. Et si ça marchait bien, ça ne voudrait pas dire que le Cameroun marche bien. Ça ne voudrait pas dire que toutes les autres caisses marchent. Vous parlez de caisse de la sécurité sociale. Oui. Ça, ce n'est pas pour les fonctionnaires. C'est pour une partie. Il est vrai que c'est pour une grande partie des gens. Mais avec le chômage, comme vient de dire ton champion, on sent que rares sont même ceux qui travaillent. Mais quand ils ne travaillent pas, ils ont la possibilité d'avoir l'assurance volontaire. Avec la 6 millions pour combien? Je dis, lorsque quelqu'un a le SMIC. Lorsque quelqu'un a le SMIC, il touche 36 000. Est-ce que sa pension sera combien? Oui, dans ce discours, le chef d'État... Il dit que nos projets mettent plus de temps. Lui dit, nos projets mettent plus de temps de maturation que partout ailleurs. Mais il parle à qui? Il a tellement échoué que quand il se regarde dans le miroir, il ne se reconnaît plus. Il fait comme s'il parlait aux autres. Il dit notre économie est dépendante de l'extérieur, dépendante de l'extérieur. Et nous avons pris des dettes là où c'est trop cher. Maintenant, il faut aller vers des nations qui ne pratiquent donc le gars nous prépare. Lui nous dit que tout marche bien. Alors que son champion nous dit qu'après le FMI, maintenant, on va aller encore chercher là où il faut s'endetter. Voilà. On ne dit pas que on n'a toujours pas des ressources nécessaires. Voilà les choses. Mais le président l'a dit aussi qu'il faut produire localement. Voilà, mais c'est de ça que je parle. Mais c'est pour ça que j'ai pensé à l'usine de manioc de Bolova, non? C'est lui qui... Oui, de Samblima. Donc on produit localement. Je pense au tracteur. Je parle à l'usine de tracteur de Bolova. Je vois comment on modernise l'agriculture. Alors, Denis, quand on dit qu'il faut produire localement, cela signifie également qu'il faut que les gens consomment aussi ce qui est fait localement. Alors, je peux prendre un exemple. Je ne sais pas, nous qui sommes sur le plateau, est-ce qu'il n'y a pas de bons tailleurs au Cameroun? Est-ce qu'on est sûr que les costumes que nous portons, on les achète localement? Et pourtant, il y a des tailleurs. Moi, j'ai par exemple mon tailleur à Yamana qui coud mes costumes. Quand vous allez acheter un costume chez lui, ça permet de faire vivre sa famille. Et puis, il y a autre chose qui dérange dans notre pays. L'État finit... Alors, c'est le président Biya qui vous demande d'acheter les costumes à l'extérieur aussi. Oui, parce que... Ce n'est pas de Par exemple, c'est toujours lui. Quand je dis qu'il parle de consommer local, ça ne doit pas se limiter dans les discours.
ça doit se faire dans les actes. Allez voir les supermarchés. La plupart, 80% des membres du gouvernement, de notre haute administration, consomment des produits importés. Ils ont même tout la double. Alors, Mais si vous, Ça, c'est entendu. si vous ne consommez pas déjà les produits locaux, vous allez encourager qui allait consommer. Alors, oui, nous Or, allons... en consommant les produits importés, on stabilise l'emploi ailleurs. Voilà. En tuant l'emploi Les grandes dans notre lignes. pays. Nous allons Les grands livres terminer, de l'agriculture nous allons étaient donnés au terminer Congo. par là, c'est Ils la n'avaient CAN. pas donné Nous la date allons du prochain terminer Congrès. par là la Coupe d'Afrique Quelle des est la date du Nations. prochain Congrès? Alors, le président de la République dit glissement de date, il ne dit pas retrait de la CAN au Vraiment. Cameroun. Vraiment. Alors, Lucien Bidima Bissot, cette formulation du chef d'État, comment vous l'avez trouvée? Hypocrite. Glissement de date. D'abord, je voudrais, sur le plan purement intellectuel, de dire que ce qui s'est passé avec le retrait de la CAN est inacceptable. Merci beaucoup. C'est même inadmissible. Parce que vous ne pouvez pas, excusez-moi, M. Karouga, être le collaborateur du chef de l'État. Il vous fait confiance parce que le président de la République définit la politique de la nation. Exact. Et c'est le gouvernement qui met en application cette politique. Le président de la République ne peut pas vous faire confiance. Il prend les engagements devant le peuple camerounais. Il met en place tous les moyens pour que vous n'ayez même pas de blocage. Et qu'après, il se rend compte, avec tous les Camerounais, que ceux qui étaient là pour exécuter ces travaux ne faisaient que mentir. Ils ont menti au président de la République. Ils ont menti au peuple camerounais. Ils n'ont pas fait du mal qu'à eux-mêmes. Ils ont fait du mal à un homme qui leur a fait confiance. Et qui aujourd'hui peut être traîné dans la boue par des erreurs de certains individus qui n'ont pas su assurer leur responsabilité. Je voulais vous dire, avec la plus ferme conviction, autant je défends la politique du chef de l'État, autant je viens de me rendre compte que le chef de l'État a été floué. Le chef de l'État, ceux qui sont avec lui l'ont menti, et que ceux qui ont fait ça devraient un jour rendre gorge. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, rapidement, Denis Atangana, et puis on va finir par Jean. Oui, je veux simplement dire que le président, une fois de plus, m'a largement surpris. Et comme c'est un homme qui est fidèle à ses habitudes, il est resté toujours méprisant. On aurait bien voulu. Pour que je n'oublie pas, je ne coupe pas votre temps de parole. Vous vous souvenez, quand le président de la République a fait un discours au Palais des Congrès, un discours où il y avait tous les RDPC, je ne l'oublie pas. Il a dit ceux qui volent la fortune publique un jour Voilà, à leur gorge. Aujourd'hui, nous avons les secrétaires généraux de la présidence de la République, les premiers ministres, les ministres qui sont en prison, et même des grands gestionnaires. Je vous le dis, le président de la République qui a une manière de fonctionner, il n'aime pas le spectacle gratuit. Il aime avoir tous les éléments avec lui. Je vous dis, ceux qui ont fait cela vont rendre gorge. Bon, en tout cas, vous êtes dans le RDPC, vous pouvez vous écraser. Non, on ne s'écrase pas. On Parce peut vous que écraser. on vient de se rendre compte C'est encore, il va être en retard. on vient de se rendre compte, M. Kabouka, que ceux qui ont fait ça ne sont pas les vrais militants du parti. Absolument, mais il a la Oui. parole. Alors, je voulais donc dire que le président, en disant qu'il y a eu glissement de date, sans reconnaître qu'il a fait confiance à des gens, à ses proches collaborateurs, à des hauts fonctionnaires qui l'ont déçu, cela revient à comprendre que le président se comporte en un chef de gang. Non. Mais bien sûr, Non. puisque Il a Vous ne demandez pas votre avis. il non. s'agit, Il donne son je avis. dis que le président Il se donne son comporte, avis, ne demande pas votre avis. Ce n'est pas vrai. Non, président- laissez-le donner son le président avis. de la République Et se laissez le comporte- président nous dire que ce n'est pas vrai en agissant. le président de la République se comporte en un chef de gang. Il n'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, après avoir fait une élection présidentielle, qu'on se retrouve à plus de 2 mois sans qu'il y ait un gouvernement. Le style de gouvernance que le président Biya est en train de créer, avec des jurisprudences à la sauvagerie, à la villageoise, ça nous inquiète. L'autre aspect, vous dites qu'il est fâché, mais les mêmes gens sont là. Ils continuent à nous larguer, à signer des décrets, à signer des arrêtés et tout et tout. Mais il est donc fâché comment? Donc, s'il ne peut pas déjà nous expliquer dans un projet où nous avons tous subi plus de 1000 milliards qui sont partis, l'État a pris des engagements, des particuliers se sont endettés parce qu'ils comptaient sur le tourisme. Voilà 1000 milliards avec autant de souffrance. Le président de la République qui dit respecter les Camerounais, il ne peut même pas nous expliquer comment ce projet a marché. Et quand il dit
bon, je veux bien être d'accord avec vous qu'il a fait confiance. Mais vous pensez que le président ne peut pas sortir de son bunker pour aller visiter le stade de Olembe qui est à 1 kilomètre de lui? Il ne l'a pas visité. Le président a géré le dossier de la CAN comme s'il était un prisonnier en Guantanamo. Donc il était un prisonnier hors du Cameroun. Et il avait envoyé l'argent pour qu'on lui achète du terrain. Il n'a jamais eu le temps pour aller visiter là où on a acheté le terrain. On a engagé le chantier sans qu'il ne soit là et il n'avait jamais eu le temps. Donc, il y a des choses que le président doit assumer. Ok. Il aurait dû faire mea culpa. Il faut les vrais responsables. Non, là, il est le principal responsable. À défaut de dire les responsables de cet échec, de cette honte nationale, les responsables de cette honte nationale, mais ne pas le reconnaître, c'est se comporter en un chef de gang. Ça veut dire qu'il protège ses créatures. Et c'est tous qui ont l'habitude de dire que les créatures, il les protège. Jean Takougan, rapidement, sur cette question-là. Je veux dire d'abord quelque chose que Bidima me surprend quand il parle de son propre président. J'ai l'impression que il le sous-estime et il ne le prend pas pour ce qu'il est. J'ai donné des exemples ici. On t'a trompé pour le comice de Bolova. Tu as mis de côté. On t'a trompé pour les cinquantenaires. Tu as mis de côté. On t'a trompé pour les élections de 2002. Tu as mis de côté. Non. Il a immédiatement enlevé. Non, tu ne m'as pas compris. Non, mais on l'a d'abord trompé parce qu'il ne suivait pas. C'est là que je vais dire. Parce que c'est le lendemain, quand les élections, on était déjà à 10 heures, qu'on a arrêté les élections. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la finale de la Coupe du Cameroun. Voilà encore des choses. Maintenant, voilà la CAN. Et on dit toujours que le président suivait. Il ne suivait pas. Il ne suivait pas. Avec tout ça là, il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre quelque chose. Hein? De toutes les manières, c'est comme ça qu'il est. Venons sur le nettoyage du fichier solde. On a commencé ça avec l'antilope. Le SDL a passé tout le temps à écrire, à parler, à taper à l'Assemblée. Et on a commencé en 1997. Et en 2007, on nous a dit qu'on a trouvé 18 000 fonctionnaires fictifs. Et qu'on économisait 8 milliards par mois. Donc, multiplier 8 milliards par 12 pour voir ce que... Or, de ce moment-là jusqu'à maintenant, on nous dit encore qu'on a trouvé 20 000 fonctionnaires fictifs. Vous connaissez un pays où il y a les ordinateurs, même où on gère à la main, où l'État ne connaît pas le nombre de gens qu'il paye, ou bien chacun vient pour dire que je suis fonctionnaire, on le paye, il n'a pas un dossier. Moi, je suis fonctionnaire, M. Bilan, vous êtes fonctionnaire. Vous savez comment c'est difficile pour avoir un matricule. Mais les gens qui touchent font comment pour avoir le matricule? J'ai l'impression que, comme il y a un d'eux qui a dit que les marchés publics, vous pouvez me laisser terminer. Alors, vous pouvez me laisser terminer. Bon, vous terminez rapidement, on a terminé. Ce que je vais terminer est que le RDPC, quand il va ailleurs, il ne prend que les mauvais exemples. Il y a les gens qui gèrent bien leur pays. Dis-moi un seul. Attendez, prenons le Ghana. Chaque fois vous criez que les prix baissent, les prix montent, les prix vont à gauche. Il y a le Ghana, ça ne baisse pas seulement ici, ça touche le Cameroun. Or, lorsque vous dites que 20 000 fonctionnaires fictifs, vous avez payé pendant 10, 15, 20 ans, mon frère, non, c'est vous qui vous faites ça exprès. Non, vous faites vraiment ça exprès. Parce que j'ai l'impression qu'un ministre des Finances vient, il enlève les 20 000 qui ont été placés par l'ancien ministre, il les remplace par ses propres 20 000. Mais comment depuis 1997, on n'a jamais sanctionné quelqu'un? On ne nous a jamais dit où part l'argent. Parce que si vous avez un dossier et vous touchez, vous êtes 20 000, il faut que les Camerounais apprennent qu'on a mis les 20 000 en prison, qu'on nous dise où l'argent. Non, vous n'êtes pas là pour répondre. Vous n'êtes pas là là-bas. Vous n'êtes pas là pour répondre. Et puis l'opposition n'est pas là-bas pour être des conseillers gratuits. Merci, vous êtes payé pour merci. Alors, il faut quand même souhaiter les vœux à mon épouse qui me regarde maintenant, au président Paul Biya et puis sa femme, à tous les agents CNPS, on veut le décès d'où je suis président des élites, à mes parents, et un ami qui est très cher à Douala, M. Mboudé. Je comprends pourquoi il parle de la CNPS. Ok, je comprends pourquoi il parle de la CNPS. Merci monsieur d'être venu, Lucien Bidima Bissot, cadre RDPC. Je remets le sort de mes 3 enfants au président Paul Biya. Jean Takougan, vous remettez le sort de vos 3 enfants au président Paul Biya? Oui. Oui.
On rappelle que c'est 3 jeunes qui avaient reçu un message SMS, Juste un message. Qui sont en prison, condamnés à 10 ans. Oui. Dans le cadre de Boko Haram, en fait, c'est ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Merci, Guy Jean Takougan du SDF d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi à vous, Denis Emilien Kagana, du Front des démocrates camerounais. Oui, mes voeux à tous les Camerounais, à mon épouse aussi. Et à partir de janvier, le SDF va marcher. À partir de janvier, le SDF marche tout le monde s'inscrit pour les gens qui ont sur noyé les la listes carte. électorales. Après Bidiba ne dira pas qu'est-ce que le SDF a fait. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. À très bientôt pour de nouveaux échanges sur Equinox Télévision. Bonjour à tous. Le Cameroun a vécu l'une des années les plus mouvementées de son histoire. 2018, une année où la crise anglophone atteint le pic de violence meurtrière. Les multiples appels au dialogue n'ont pas assez résonné sur le théâtre des affrontements entre des groupes armés séparatistes et l'armée camerounaise. Le tableau le plus sombre, c'est la situation humanitaire des centaines de milliers de civils déplacés et réfugiés. Malgré la libération de plus de 200 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, des foyers de tension se sont multipliés et les localités limitrophes aux régions anglophones sont désormais touchées. Le Menois, le Mungo et récemment le Noun, là où le gouvernement attribue aux terroristes l'attaque perpétrée à Bangoura le week-end dernier et promet une riposte vigoureuse. Cette propension va-t-en-guerre a-t-elle permis de stabiliser les régions anglophones en 2018 ? Quelle est l'évaluation de la stratégie gouvernementale pour mettre un terme à cette crise ? Durant l'année 2018, la tentative de fuite d'un ex-ministre en charge de l'eau et l'énergie